Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin, Dumont. Bonjour, Francis. Bonjour, Mario. Est-ce qu'on peut rêver à une relance de Lion électrique? Ben, écoute, selon toute vraisemblance, là, il y a de l'intérêt pour récupérer ce qu'il reste de Lion électrique, pardon. Il y a plusieurs intéressés là un peu partout qui semblent s'être manifestés. Faut dire que l'entreprise là, comme tu le sais Mario, était très très lourdement endettée. Et puis la période à travers laquelle on passe actuellement pourrait permettre de réduire énormément là, le fardeau d'endettement. Donc ça devient soudainement une entreprise qui a des actifs, une technologie, des clients, etc. Et s'il y a beaucoup moins de fardeau là en matière de service de la dette, ben ça peut devenir intéressant. Mais là, on oublie le fabricant de piles, puis de ceci, puis de ceci et de cela. Là, on serait une entreprise concentrée sur quoi? Juste des autobus? Ouais, ben en tout cas, encore une fois, ou des camions et des autobus? Selon la volonté de l'acquéreur, là, parce qu'entre toi et moi, la différence, tu sais, une fois que tu as fait le moteur, la cabine, etc., ce que tu mets derrière, c'est un autobus ou un camion. Il y a des différences, mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend de l'acquéreur, de sa capacité, de sa volonté, justement, là, de continuer à investir. Ce qu'on croit comprendre, Mario, c'est que le volet autobus, lui, était quand même plus ou moins à point, là, c'est-à-dire, bon, il faut continuer à l'améliorer. C'est le volet camion, là, qui ça allait vraiment pas, là. Il y avait beaucoup de problèmes, là. On se rappellera les problèmes avec la SAC, notamment, là, qui arrivait comme pratiquement pas à utiliser les camions. Encore une fois, il faudra voir si c'est un moyen joueur, un grand joueur, est-ce que c'est un joueur local, est-ce que c'est un joueur américain, un joueur international. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations qui ont fuité, mais on parle d'une quarantaine d'entreprises là, de repreneurs qui seraient intéressés puis qui se seraient qualifiés là, suffisamment pour obtenir les documents pertinents. Et je suis convaincu que plusieurs de nos auditeurs ont dans leur portefeuille quelques actions de Lion électrique qui ont acheté dans certains cas plusieurs dollars l'action puis ça vaut quelques sous. Est-ce qu'eux vont tout perdre? Non, mais c'est arrivé dans le passé. Est-ce qu'eux risquent de tout perdre dans le deal? La réponse assez rapide, c'est oui. Là. Typiquement, Mario, quand on fait une faillite comme ça, une protection contre des créanciers, les premiers à perdre, c'est les actionnaires. Hein. Donc, on parle de créances là, qui sont plus ou moins garanties. Puis évidemment, là, les premiers à être remboursés en proportion, c'est plus souvent les grandes banques. Après, il y a différentes ordres de prêteurs. Le gouvernement, tu sais, Mario, a mis beaucoup d'argent là-dedans. On sait pas là quelle forme, tu sais, de mémoire, je sais pas quelle forme tout ça a pris. Il y a eu plusieurs pelletages d'argent dans cette entreprise-là, mais ils sont certainement dans un rang en avance des petits actionnaires, des petits épargnants. Donc, moi-même, le Mario, j'avais quelques actions de cette entreprise-là. J'ai pas espoir. T'as mis un X dessus? De récupérer. De même que pour Taïga, par ailleurs. Ah, OK. Bon, les entreprises québécoises qui commencent à sentir les contre-coups là, des changements de règles pour les travailleurs étrangers temporaires. Oui, ben tu sais, c'est quand même, on comprend là, que les gouvernements, autant à Ottawa qu'à Québec, ont un peu ouvert les vannes trop vite, trop intensément. Et là, il y a comme un effet de ressac, là, le retour du balancier. On a coupé rapidement, avec très peu de préavis, énormément de programmes, surtout pour les travailleurs là, qui sont dits bas salaires. Là, donc, c'est souvent des travailleurs là, très manuels au bas de l'échelle la rémunération. Sauf que l'enjeu, c'est que ça a pris effet tellement rapidement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent un peu le bec à l'eau, Mario, à manquer de main-d'œuvre. Puis on sait, bon, il y a encore une petite pénurie de main-d'œuvre au Québec. Elle n'est pas distribuée également d'une région à l'autre, elle n'est pas distribuée également d'un corps de métier à l'autre. Et donc, actuellement, c'est carrément des usines, des manufacturiers d'ici qui sont confrontés à bien des histoires là, géopolitiques, mais en plus vont devoir remercier ou dire au revoir à leurs travailleurs temporaires parce qu'ils ne pourront pas prolonger là, leur séjour ici et ils ne pourront pas les remplacer par d'autres comme ça a été le cas historiquement. Donc, ça met l'économie du Québec dans une position un peu difficile potentiellement, surtout dans le secteur manufacturier. Et il y avait plusieurs articles dans le Journal de Montréal ce week-end à ce propos là, des situations individuelles qui sont un petit peu rocambolesques, comme pas de maudit bon sens finalement. Mais dans certains cas, on dit qu'il faut remplacer cette main-d'œuvre-là par de l'automatisation, de la robotisation, mais ça se fait pas dans la semaine, là? Exactement. Ben, c'est ça le problème. Évidemment, on est tous pour ça, l'automatisation. Nul n'est contre la vertu, mais comme tu le dis, Mario, ça prend plusieurs années. Souvent, faire les plans, acquérir les machines, faut les financer. C'est un beaucoup plus grand risque, hein, acheter une machine à 500 000 la rembourser sur 10 ans versus prendre un employé à 18 piastres de l'heure qui est disponible demain matin. Ben, il y a comme une notion de risque aussi, évidemment, là-dedans. Mais tu as tout à fait raison.
C'est encore plus vrai si cette machine, faut que tu l'importes puis que le dollar canadien par rapport à l'euro ou au dollar américain est très bas. Exact. La machine, qu'elle soit allemande ou américaine, la machine, elle te coûte cher. Le robot, il te coûte cher. Toute cette idée de libre-échange à l'intérieur du Canada, de faire sauter les barrières entre les provinces, les barrières au commerce entre les provinces, peut-être qu'on n'a pas regardé ça au complet, nous, au Québec, là, parce qu'il y a une partie des contraintes particulières qui est chez nous. Ben oui, tu sais, je l'ai dit plusieurs fois, moi je trouve ça un peu rigolo, là, les gens qui jettent les bras en l'air. Ah, il y a des frontières au commerce interprovincial au Canada. Oui. Certains, je pense que c'est la TD là, ou la Banque nationale qui ont estimé que c'était à peu près des tarifs de l'ordre de 25%. Je sais pas si ça te rappelle un autre chiffre, Mario, mais tu sais, c'est l'équivalent de ce que M. Trump menace de mettre sur le Canada en entier. Ben nous, on se l'impose à nous-mêmes à l'intérieur de la fédération. Par contre, quand on creuse, là, puis ça fait plusieurs semaines là, que j'ai commencé à faire ce travail-là, il y a des raisons à ça, Mario, qui seront pas faciles à défaire. Là. On pense évidemment à la question de la langue là, au Québec, là, donc on va pas facilement enlever toute règle là, qui empêche... Parce que quand on exige, exemple, le français sur un emballage, puis tout ça, nous autres, sur la boîte, ça, c'est une barrière au commerce. Ça rentre là-dedans, là. Ah oui, ou sur un chantier, ou dans un commerce de détail, ou tu sais, bonjour. Mais dans le cas des chantiers, oui, mais dans le cas des chantiers, il y a plus que ça, là, parce que là, tu as une barrière majeure que moi je connais très bien, c'est les cartes de la construction. Toutes les cartes de la construction qui fait que le travailleur ontarien peut pas débarquer au Québec parce qu'il n'y a pas ces cartes. Ça, c'est une barrière. Ça, c'en est une grosse, mais est-ce que nos syndicats laisseraient tomber ça demain matin? Fait que j'y arrivais, Mario. Fait que là, t'as la langue, là, après ça, t'as justement tout. Pis là, tu parles des cartes de compétences, mais c'est de même dans la santé, c'est de même dans plein de métiers qui sont régis par des ordres professionnels au Québec, qui sont de compétences provinciales. C'est pas demain la veille qu'on va importer des autobus d'infirmières pour venir régler notre pénurie. Hein. On va leur mettre toutes sortes d'obstacles dans les pattes. Et finalement, il y a pas d'harmonisation, sur le camionnage, par exemple, le poids, les matières dangereuses. Là, j'ai bien hâte que la SAAQ, là, qui est déjà bien empêtrée. Ça, c'est plus facile à régler. Le transport, je pense, s'il y a un chantier sur lequel on pourrait travailler sérieusement, c'est le transport. Pour vrai. Sans doute, Mario, je dis juste, on n'est pas dans une position actuellement où on semble vraiment prêt à faire des compromis au Québec. Et donc, il y a cette idée qu'on va enlever les barrières interprovinciales, mais encore faut-il être réaliste. Puis, comme tu le dis, il y a les syndicats, dans le cas de la construction de la CCQ, il y a un paquet de joueurs qui vont être très inquiets de voir leur petite chasse gardée, leur petit terrain de jeu remise en contexte. Puis, ultimement, tout ça, Mario, c'est une question de centralisation des pouvoirs à Ottawa ou non, hein, parce que si on voulait enlever les barrières interprovinciales, on dirait Ottawa, faites une norme pour toutes les provinces. Puis là, je pense que le sous-entendu, c'est que ça serait négocié entre les provinces, là, et non pas imposé par Ottawa. Mais il faudrait autour de la table, centrale. Ça pourrait être long. Hey, salut, à demain. Oui, salut, à demain.